Merci beaucoup, grazie molte. Mi hanno chiesto dunque di parlare in parte in italiano e in parte in francese. Leggerò parte del testo in francese e poi farò una grande sintesi in italiano. Ecco. Allora, il punto di vista della mia conferenza è l'ellenismo cristiano. In particolare voglio insistere sul posto che Tommaso occupa nell'ellenismo cristiano, il ruolo che ha svolto nel farci conoscere padri greci, ma anche, come vedremo, tanti autori bizantini. Quello che cercherò di fare oggi io è di ricostruire la biblioteca greca di Tommaso. Quali erano i libri che Tommaso prendeva e leggeva? Questo è importante perché ci permette di costruire un profilo intellettuale di Tommaso che è un profilo, come vedremo, totalmente nuovo, al quale poco si è pensato. Funziona? Sì? Sì? Ecco, intanto volevo ringraziare molto gli organizzatori per questo invito, perché siamo in Polonia e soprattutto perché si tratta di un soggetto veramente innovativo. Tommaso, la Bibbia, Tommaso ed i padri. Lo dirò in particolare in seguito. Quindi comincio a leggere il mio testo e poi alla fine farò la sintesi in italiano. Comme énoncé dans le titre de ma communication, je ferai le point sur la réception médiévale de Théophylacte de Bulgarie au Moyen Âge latin. Théophylacte est une des sources majeures de Thomas. Je tâcherai de situer notre exégète dans le cadre de l'ouverture à l'Orient chrétien qu'on appelle l'hellénisme chrétien. Comme on le sait, la découverte de l'héritage gréco-oriental s'intensifie au XIIe siècle et atteint un véritable sommet, comme nous le verrons avec Thomas d'Aquin. Dans le cadre de cette découverte de l'Orient, je suis byzantiniste, médiéviste et byzantiniste, donc dans le cadre de cette découverte de l'Orient, je ferai surtout état de la réception des auteurs byzantins récents, c'est-à-dire postérieurs au 8e siècle, ceci étant, pour la plupart du temps, quasiment ignoré par les spécialistes. Vous allez entendre des noms de byzantins dont probablement vous n'avez jamais entendu parler, mais comme on le verra, Thomas connaissait. Déjà de son vivant, Théophylacte, je ne sais pas combien de monde ici connaît Théophylacte, eh bien, déjà de son vivant,
Théophylacte fut extrêmement célèbre dans le monde byzantino-slave. En revanche, il a été pendant longtemps pratiquement inconnu en Occident. C'est pourquoi il est nécessaire de commencer par une brève esquisse biographique. Qui est Théophylacte? Figure particulièrement représentative de l'Église de son temps, Théophylacte est l'un des principaux intellectuels et exégètes byzantins, l'un des principaux, uno dei più importanti esegeti byzantini. Originaire d'une riche famille de B, où il naquit probablement entre 1050 et 1060, donc c'est un auteur du XIe siècle, Théophylacte reçut sa formation à Constantinople, où il a étudié la grammaire, la rhétorique, la philosophie, à l'école d'une personnalité extrêmement célèbre, qui est Michel Psellos. On est au XIe siècle, et dans un climat, c'est ça qui est important pour nous, dans un climat, à Constantinople donc, marqué par un important renouveau intellectuel. Le XIe siècle, a Constantinople, l'undicesimo secolo, a Costantinopoli, è stato un secolo di grande rinnovamento, rinascita spirituale ed intellettuale. Dans le domaine de l'exégèse, ce renouvellement est marqué par un véritable ressourcement patristique, illustré notamment par son ami Nicétas d'Héraclée et par notre auteur lui-même, tous les deux traduits plus tard en latin à la demande de Thomas d'Aquin. Théologien et orateur très réputé, entre 1088 et 1092, il a été nommé archevêque des Bulgares, c'est pour cette raison qu'on l'appelle Théophylacte de Bulgarie, au siège très important, autocéphale, d'Ocride, qui avait été le théâtre du schisme, malheureux hélas, de 1054. C'est pendant cette longue charge qu'il exerçait toujours à contre-cœur. Il n'a jamais accepté de se retrouver en Bulgarie parce qu'il n'y avait pas d'intellectuels, il y avait surtout des bergers. C'est pendant cette période en Bulgarie qu'il écrivit ses commentaires bibliques sur une partie des livres de l'Ancien Testament et pratiquement sur tous les livres du Nouveau Testament. Ces commentaires, c'est important pour comprendre les sources thomistes. Ces commentaires étaient conçus à la manière byzantine comme une synthèse la plus possible fidèle, sinon littérale, des écrits inspirés des pères, degli scritti ispirati dei padri. Non tutti i padri, ma soltanto i padri che la tradizione orientale chiama i padri teofori. En exégèse, il constitue, attention, ça c'est important pour Thomas, en exégèse, il constitue le représentant majeur de l'exégèse d'inspiration nettement antiochienne, c'est-à-dire littérale. Ses sources principales, non so se parlo a distanza si sente lo stesso. Si sente lo stesso? Ses sources principales sont les Cappadociens, Théodore de Sy, Denis de l'Aréopagite, Cyril d'Alexandrie et surtout Jean Chrysostome
dont il est considéré à tort, d'après les jugements réductifs et peu informés des érudits du XVIe siècle, comme un simple abbreviator. Théophylacte est considéré un abbreviator de Jean Chrysostome. Sur le plan textuel, son exégèse se caractérise par l'attention soutenue pour le détail du texte et une sobriété stylistique rare chez les Byzantins. Il est sobre, il est concis. È sobrio nell'esegesi ed è conciso, fatto rarissimo a Bisanzio, dove l'esegeta e l'intellettuale gioca spesso con la lingua. Questa sobrietà, questa concisione è un elemento determinante dell'apprezzamento positivo, senza dubbio, che Tommaso ha per questo autore. Sur la base de sondages rapides, sa doctrine aussi a fait l'objet d'avis réductifs. De Rubens, par exemple, considère son exégèse comme exagérément allégorique et pas toujours solide. En revanche, Richard Simon, initiateur de la critique biblique moderne, a un avis extrêmement positif sur notre auteur. Théophylacte récapitule fidèlement la tradition patristique grecque, ne manquant pas d'exercer son sens critique ou d'exprimer ses positions personnelles tout en s'exprimant dans un style sobre, caractéristiques qui ont fait son énorme succès en Orient et en Occident. La catena di Teofilacto, gli scritti di Teofilatto, non hanno nulla a che vedere con gli scritti di Niceta di Eraclea. Niceta di Eraclea è il più importante, adesso lo vedremo, catenista bizantino. Niceta di Eraclea fa delle schede, il fait des fiches de père grec et d'auteur byzantin. Teofilacto non fa delle schede, procede alla maniera bizantina, fa parlare i padri, fa parlare la tradizione, ma quando è necessario esprime il suo punto di vista personale. La diffusione di Teofilatto. La diffusion de Théophylacte. Commençons par l'Orient, ça va être très important pour comprendre l'Occident. Ça va être très important pour comprendre Thomas, comme on le verra. Teofilacte, dopo 45 minuti bisogna bloccare. Allora, Théophylacte fut considéré une autorité exégétique de son vivant. En effet, il est l'un des auteurs byzantins les plus copiés. Très tôt aussi, il est traduit en langue slave. En revanche, sa réception latine commence environ 2 siècles après sa mort. 2 siècles après sa mort. Ceci en raison sans doute de l'éloignement progressif entre l'Église grecque et l'Église latine successif au schisme de 1054. Et on va s'arrêter là sur la réception de Théophylacte en Italie méridionale. Je vais m'arrêter, je vais parler calmement et vous allez découvrir la raison. C'est-à-dire la réception de Théophylacte en Italie méridionale sera déterminant pour comprendre le rôle que Thomas d'Aquin a joué dans l'hellénisme chrétien. Donc, Théophylacte en Italie méridionale. Comme atteste l'importante tradition manuscrite avec Nicéta d'Héraclée, Théophylacte est l'un des exégètes le plus copiés par les hellénophones d'Italie méridionale et de Sicile.
hellénophone. L'Italie méridionale, pendant longtemps, parlait grec et s'exprimait en grec. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude des manuscrits grecs, je vais signaler qu'une partie considérable du patrimoine grec survécu a été copiée en Italie méridionale et en Sicile. Ici, Théophylacte et Nicéta font figure d'autorité non seulement dans le domaine de l'exégèse, mais aussi de la langue et de la culture générale. On sait par exemple que le commentaire de Nicéta au discours théologique de Grégoire de Nazianze ont été l'un des textes de base de l'enseignement jusqu'au XIIIe, voire au XIVe siècle en Italie méridionale. Les Byzantins apprenaient le grec non plus sur Homère. Ils apprenaient le grec sur les psaumes ou sur les écrits de grands auteurs qui écrivaient dans un grec absolument magnifique. Donc, l'exemple de ces auteurs vraiment les plus lettrés, les plus cultivés, c'était Grégoire de Nazianze. Auteur d'écrits personnels et non de simples chaînes comme Nicéta, Théophylacte est l'une des sources préférées, pour ne citer ici que le représentant majeur de l'hellénisme italo-grec. Ce sont des noms dont vous n'avez jamais entendu parler, mais ce sont des noms importants. Et d'après ma thèse, surtout, ce sont des maillons importants vers Thomas d'Aquin. Donc, il était une source préférée de l'hellénisme italo-grec, de Philagatos de Cerami, moine du monastère de Sainte-Marie d'Igitria, en Calabre, auteur d'un homiliaire très répandu à Byzance, de Nil d'Oxapatris, théologien de Roger II de Sicile, Nicolas Nectaire, abbé du monastère de Casole, près de Otranto, dans le Pouilly, important centre d'échanges culturels gréco-latins, plusieurs fois légat pontifical à Constantinople. Nicola Nettario di Otranto muore nel 1236. Secondo le mie ricostruzioni, Tommaso evidentemente non l'ha conosciuto, Nicola Nettario di Otranto, di Casole, ma come lo vedremo dopo, erano esattamente, e vedremo perché, esattamente nello stesso universo intellettuale. Thomas, comme on le verra après, est le véritable découvreur latin de Théophylacte. Cependant, dans cette prédilection qu'il montre pour lui, il ne fait qu'entretenir un intérêt prononcé pour l'illustre exégète, bien enraciné en Italie méridionale. Comme on le verra après, on s'interroge toujours. Mais comment est-ce qu'il a connu Théophylacte, ce personnage parfaitement inconnu en Occident? Bien, il avait toute une tradition en Italie méridionale. Teofilatto era uno degli esegeti, una delle autorità esegetiche in Italia meridionale, era molto letto da autori che, se non erano evidentemente in contatto, come non potevano esserlo, con Tommaso d'Aquino, facevano parte dello stesso universo intellettuale. La réception italo-grecque, donc Italie méridionale, Sicile, de Théophylacte, est sans commune mesure avec sa réception en Occident, où elle commence relativement tard. Elle est due à des théologiens latins résidant à Byzance et à des missionnaires. Je vais faire maintenant un bref historique de la réception de Théophylacte en Occident. Et ça va ressortir clairement le rôle important que Thomas d'Aquin a joué dans la découverte de cet exégète très important de la tradition orientale. Les théologiens latins à Byzance, donc
Qu'est-ce que c'est ce phénomène? Les théologiens, teologi latini che vivevano e che operavano a Bisanzio. Siamo nel XII secolo, in Occidente il XII secolo, Chenu mi parlava sempre di questo, è il secolo per eccellenza della rivelazione dell'orientale lumen, cioè della rivelazione della patristica greca e orientale all'Occidente. Come si sviluppa questo fenomeno? Si sviluppa in questo modo che descriverò adesso, intanto con la presenza di teologi latini à Bisanzio. Après le traumatisme du schisme de 1054, le XIIe siècle est le siècle de la reprise des contacts et d'échanges entre le monde latin et le monde grec, à la fois ecclésiastique, diplomatique et culturel. Ces échanges s'intensifient sous le règne des Comnènes, dont la politique d'ouverture à l'Occident est bien connue. Au XIIe siècle, à Byzance, il y a une dynastie qui est la dynastie des Comnènes. Et eux, ils étaient spécialement ouverts à l'Occident. Plusieurs hommes de culture se rendent à Byzance, attention, c'est-à-dire ils n'étudient pas chez eux la langue. Plusieurs hommes de culture se rendent à Byzance pour se familiariser avec la langue et la mentalité byzantine. Grâce à leur œuvre de traduction, nettement améliorée sur le plan qualitatif en raison d'une connaissance approfondie et souvent directe de la langue, ces intellectuels sont les véritables protagonistes de ce qu'on appelle la Renaissance du XIIe siècle, la rinascita del XII secolo. À côté de ces personnalités, je vais faire une liste de noms, c'est important de les connaître, à côté de ces personnalités très souvent des laïcs, il convient de mentionner aussi le rôle important que les hommes d'Église ont joué dans ces échanges, surtout des Italiens, c'est la monnaie évidemment. Parmi ces personnalités, il faut au moins mentionner ici, pour les premiers, Moïse de Bergame, Moïse di Bergamo, Jacques de Venise, Burgundio de Pise, Pascal Romano. Pour les seconds, ils sont moins connus, Pietro Grossolano, Anselmo di Heidelberg. À la différence des traducteurs antérieurs, voilà, on parle donc de révélation du patrimoine patristique, du patrimoine oriental de l'Occident, à la différence des traductions antérieures, telles Jean Scott Érigène ou Anastase le bibliothécaire, qui ont privilégié de façon presque exclusive les pères, pour les traductions, ceux-ci ont choisi aussi des auteurs d'époque récente, c'est-à-dire des Byzantins. Ainsi, ils ont révélé pour la première fois à l'Occident des personnalités jusqu'alors tout à fait ignorées. Et on va voir, toutes ces personnalités vont faire partie de la bibliothèque grecque de Thomas. Photius de Constantinople, Photius, le terrible Photius de Constantinople, il était tellement terrible qu'on ne le mentionnait pas. On l'appelait simplement Grecus. De cette façon, personne ne savait que c'était lui. On gardait la doctrine, mais on rejetait ses positions théologiques. Photius de Constantinople, ultime Zigabène, Nicéta de Maronée, Nicéta de Nicomédie et bien évidemment notre Théophylacte. Notre Théophylacte, que peu de monde connaît, faisait partie de ce groupe de Byzantins que peu de monde connaît. Portés par les besoins de la controverse, ils sont animés par un principe qui sera formulé avec clarté par Thomas d'Aquin. Mon ami Martin faisait référence à cela. Pourquoi il cherchait le texte? Ils n'étaient pas des philologues. Ils n'avaient pas de sensibilité philologique. Enfin, entre guillemets, on va voir que Thomas avait une forte sensibilité philologique, mais à sa façon.
Ils sont animés par un principe qui sera formulé avec clarté par Thomas d'Aquin. C'est le principe de la concordia patrum. De la concordia patrum, c'est-à-dire c'est cette motivation théologique qui les pousse à aller chercher les textes. Qu'est-ce que c'est cette concordia patrum? C'est l'accord parfait, l'accordo perfetto, che esisterebbe secondo loro sulle verità fondamentali della fede nella tradizione orientale come nella tradizione occidentale. Sono andati a cercare dei testi, come adesso vedremo, hanno tradotto molti autori, i padri, ma anche gli autori recenti, non per dilettarsi nella lettura del testo, ma per dire che da sempre nella tradizione della Chiesa esiste una concordia patrum, cioè un accordo dei padri orientali e occidentali sulle verità fondamentali della fede. Ciò che, hélas, come si dice in greco, e come si dice in francese, ahimè, come si dice in italiano, non è sempre vero, è chiaro. Ma diciamo, il principio era questo. D'après nos auteurs, il y a toujours eu une entente parfaite, on pourrait même dire une harmonie entre les deux traditions. Pour le montrer, il suffisait de faire parler les textes. C'était leur psychologie, d'où leur travail systématique de recherche et de traduction des textes patristiques et byzantins. Parce qu'ils veulent montrer la continuité de la tradition sur la longue durée. Vogliono dimostrare la continuità perfetta della traduzione, non solo nel periodo patristico, ma anche nel periodo bizantino. E questa è la ragione per cui vanno a cercare dei testi di padri, ma anche dei testi di autori bizantini recenti. E allora, Teofilato, il nostro Teofilato, chi, come comincia la sua scoperta in Occidente, sa réception en Occident? Ça commence avec un auteur qui est un Italien, qui est un théologien à Byzance, un théologien latin à Byzance, Hugues Éthérien. Hugues Éthérien, Ugo Éthérianus, Hugues Éthérien. Je m'excuse si je dis tellement de noms incompréhensibles, mais ce sont des noms quand même parfaitement bien attestés dans la tradition et que, je vous assure, ont beaucoup d'importance pour le sujet qui nous occupe, che hanno molta importanza per l'argomento che ci interessa. Ugo Éthériano, interprète et traducteur à la cour impériale sous les Comnènes, Hugues Éthérien est sans doute, avec Burgundio de Pise, le principal médiateur culturel entre Byzance et l'Occident. Entre Byzance et l'Occident. Son œuvre majeure, De Sancto et Immortali Deo, le premier traité de défense rigoureuse de la doctrine du filioque, actuellement objet d'un certain intérêt de la part de la recherche. Ce traité, je fais toujours tout en fonction de Thomas, mais par des voies qui sont très peu connues, ce traité servira de base aux théologiens postérieurs, en particulier à Thomas d'Aquin, que, d'après Dondine, semble s'en être inspiré pour la composition du Contra Errores Grecorum. C'est-à-dire, quand on étudie très bien, de près, je veux dire, quand on étudie les manuscrits, les sources, les rares, on fait 1000 découvertes. En fait, la chose que nous, avec Martin, on découvre de plus en plus, c'est que la chronologie n'est pas traditionnelle, et la chronologie traditionnelle s'est à réviser, que Thomas connaissait beaucoup de choses à des périodes différentes, surtout qu'il a évolué d'une certaine façon que on commence à comprendre maintenant, petit à petit. Alors, pour étayer sa thèse, dans le De Sancto Immortali Deo, Hugues fait appel à la fois au père latin et grec, la Concordia Patrum, qu'il traduit pour la première fois, ou bien il retraduit sur les originaux. Alors, attention,
Ce matin, on me posait une question ici en arrivant. Est-ce que Thomas a connu Léonce de Byzance? Léonce de Byzance, auteur très illustre du VIe siècle, redoutable dialecticien, théologien peu connu en Occident. Mais alors, on va voir justement Thomas. Probablement, il avait accès à ce genre de texte par l'intermédiaire. Donc, Hugues Étherien, donc, il a traduit des auteurs latins et grecs, Hilaire de Poitiers, Ambroise de Milan, Jérôme, Augustin, Grégoire le Grand, pour le côté grec, Athanase d'Alexandrie, Basile de Césarée, Épiphane de Salamine, Jean Chrysostome, Denis l'Aréopagite. Pour ses auctoritates, il introduit aussi des auteurs beaucoup moins connus, comme Léonce de Byzance et Théodore Aboukoura. Qui connaît Théodore Aboukoura ici? Chi conosce Teodoro Aboukoura ici, qui? Poca gente, ma questo faceva già un grande continuatore di Giovanni Damasceno, epitomatore di Giovanni Damasceno, importante in Oriente per la teologia dell'immagine, è chiaro? Ma tradotto anche in latino. E quindi, donc, Léonce de Byzance, Théodore Aboukoura, et des auteurs byzantins dont souvent les Occidentaux ne connaissaient même pas le nom. Nicétas de Thessalonique, Jean VIII de Jérusalem, qu'il faut vraisemblablement identifier avec Jean Mercouropoulos, auteur de plusieurs traités anti-latins, Nicolas de Métonne, Eustrate de Nicée, Michel Glicas, Andronikos Kamateros. Tous théologiens importants à Byzance qui ont développé chacun à sa façon des points précis de théologie. Excellent helléniste, Hugues a lu directement les œuvres. Cependant, il ne cite in extenso que le 6e traité de Nicétas de Maronée. Les autres, il les résume. Il cita in extenso soltanto un'opera e tutte le altre le riassume. Pour ce qui concerne Théophylacte, de toute évidence, Hugues avait une connaissance approfondie des œuvres de Théophylacte. Dans le De Sancte Immortali Deo, il est en effet le premier à faire état de thèse de notre archevêque sur le filioque. Hugues a lu toutes les parties des œuvres de Théophylacte qui traitent de la question du filioque, le commentaire sur Jean, le commentaire sur l'épître aux Galates et surtout les contra latinos, c'est-à-dire le fait qu'il ait lu tout ça et qu'il ait traduit, ce n'est pas sans importance pour nous, parce que parfois on se retrouve devant un passage, un fragment, et on se pose la question, d'où est-ce qu'il est venu ce passage? Ce passage. Comment est-ce que les latins ont connu cet auteur? Cet auteur existait déjà en traduction. Le commentaire de Jean, donc l'épître aux Galates et surtout le Contra Latinos, un petit traité peu répandu dans lequel Théophylacte aborde spécifiquement et avec une rare sensibilité théologique cette divergence dogmatique majeure entre l'Église grecque et l'Église latine. La tesi classica la tesi di Teofilatto sul filioque, la tesi di Teofilatto sul filioque, è quella classica a partire da Fozio, che consiste a dire i latini confondono processione eterna e missione temporale del figlio. Coloro che si occupano di teologia trinitaria conoscono molto bene questa problematica. Tuttavia, la tesi di Teofilacto si caratterizza per un raro équilibre. Ah, j'ai encore 5 minutes. Vous avez raison. Alors, de Théophylacte, dans Hugues Étherien, il y a juste une citation de Théophylacte. Et en plus, Hugues Étherien montre de ne pas l'avoir bien compris. Avançons.
continuamente a grandi tappe. Un'altra tappa fondamentale per la scoperta di Teofilatto in Occidente è costituita da Roberto Grossatesta. Grossatesta si è fatto tradurre alcuni commenti alle lettere paoline. Questi commenti alle lettere paoline sono utilizzati per il suo stesso commentario alle lettere paoline. Abbiamo circa 55 estratti di Teofilatto. Possiamo chiederci, è attraverso Roberto Grossatesta che Tommaso ha conosciuto Teofilatto? No. Gli scritti di Roberto Grossatesta non circolavano. Dunque Tommaso ha scoperto Teofilatto e ha scoperto i padri greci per altra via. Tommaso ha scoperto i padri greci attraverso l'Italia meridionale. Per tanto tempo, finisco su questo, faccio un piccolo topos di 5 minuti, per tanto tempo, perché parlo giustamente di Tommaso, per tanto tempo la critica si è accordata su questo fatto. Tommaso occupa un posto importantissimo nella storia dell'ellenismo cristiano perché ha fatto tradurre un numero molto grande, relativamente grande, di testi patristici greci e bizantini che non erano affatto conosciuti in Occidente. Come li ha conosciuti? E allora da Mandonnei in su ci si è sempre posta questa questione, ma non si è mai pensato ad una cosa fondamentale ai miei occhi, naturale direi anche per me. Come dicevo poc'anzi, Tommaso era un meridionale. Tommaso non ha mai viaggiato in Oriente, ma possiamo dire che Tommaso aveva sempre un piede in Oriente. Per esempio, per fare semplicemente un po' di storia, è stato accolto nell'ordine nel 1234 da Tommaso Agni da Lentini, nell'attuale provincia di Siracusa, in seguito patriarca latino di Gerusalemme. Pietro di Andria era appunto di Andria, in terra ad Otranto, che è una terra di lingua e di cultura bizantina. Quindi è qui che Tommaso è stato sensibilizzato all'ellenismo cristiano ed è qui che per la prima volta ha sentito parlare di questi autori che si è fatto tradurre da un autore che è sconosciuto, ma che era probabilmente un ellenofono d'Italia meridionale e di Sicilia. Il corpus del Teofilatto latino di Tommaso non ha nulla a che vedere con quello anteriore. In Ugo Eteriano c'era una citazione di Teofilatto, in Roberto Grossatesta ci sono 55 citazioni di Teofilatto, in Tommaso d'Aquino ci sono qualcosa come 1017 citazioni di testi di Teofilatto. A questo titolo possiamo dire, senza nessun problema, senza paura di sbagliarci, che Tommaso d'Aquino è il vero scopritore di Teofilatto e che occupa un posto fondamentale nell'ellenismo cristiano prima del ritorno al greco voluto dagli umanisti. E su questo vi ringrazio. Volevo aggiungere un'altra cosa. Evidentemente tutto questo, come dicevo all'inizio, permetterà di costruire un profilo intellettuale di Tommaso che fino ad ora
è totalmente inedito.